m'appelle David Eagleman et je suis chercheur en neurosciences. J'étudie la chose la plus complexe que l'on connaisse à ce jour dans l'univers, le cerveau humain. Ça fait une vingtaine d'années que j'essaie de déchiffrer les mystères du cerveau. Je suis toujours aussi impressionné quand j'en ai un entre les mains. Ce petit bijou de biologie nous semble complètement étranger, alors qu'il constitue notre essence même. Ce cerveau est celui de Barbara, une Californienne de 58 ans, récemment emportée par une crise cardiaque. Comme tout le monde, Barbara avait des opinions et des passions. Elle aimait. Elle avait sa propre vie. Tout ça grâce à ce petit organe gélatineux. On estime que le cerveau abrite entre 86 et 100 milliards de neurones. Grâce à 1 million de milliards de connexions entre elles, ces cellules nerveuses envoient chaque seconde plusieurs milliers de milliards de signaux électrochimiques. C'est l'activité de ce réseau neuronal très dense qui fait de nous ce que nous sommes. Mais plus concrètement, comment se construit notre personnalité? Qui sommes-nous vraiment? Nous allons plonger au cœur du cerveau et découvrir comment notre vie façonne cet organe. Mais nous verrons aussi comment notre cerveau influence notre vie. Qu'est-ce qui définit notre personnalité? On a longtemps dit que c'était des entités immatérielles comme l'âme ou l'esprit qui conféraient aux hommes leur existence et leur identité. Mais l'étude du cerveau nous révèle que ce que nous sommes dépend largement de ce petit organe d'1,5 kg. Commençons par le début. À la naissance, on ne sait pas faire grand-chose. Pas même marcher ou parler. Cette période de dépendance dure bien plus longtemps chez les humains que chez toutes les autres espèces. Elle fait quoi, maman? Quand ils viennent au monde, beaucoup d'animaux sont déjà dotés des mêmes aptitudes que leurs aînés. Par exemple, les zèbres savent courir 45 minutes après leur naissance. Les girafes apprennent à tenir sur leurs pattes en quelques heures. Et les dauphins nagent dès qu'ils sortent du ventre de leur mère. À première vue, ces animaux ont un avantage sur nous. Mais pour survivre, ils doivent évoluer dans un écosystème adapté à leurs besoins. Regarde cet animal. C'est quoi? Mon fils a 2 ans. Il ne sera pas indépendant avant plusieurs années. En revanche, quand il sera plus grand, il pourra vivre en Alaska, dans le Sahara, ou même sur la Lune. Contrairement à d'autres animaux, les humains sont capables de s'adapter à des environnements très différents. Et c'est dû au fait que notre cerveau évolue en fonction du monde qui l'entoure. Les humains sont préprogrammés pour certaines tâches, comme intégrer le langage ou imiter les expressions faciales. Mais quand ils naissent, leur cerveau est loin d'avoir fini son développement. S'ensuit alors une longue période d'apprentissage. Quand un rhinocéros vient au monde, ses capacités sont déjà déterminées, alors que chez un humain, ce sont les expériences qui vont finir de les former. On naît avec un cerveau malléable qu'on va modeler petit à petit. Le cerveau d'un enfant se façonne sur le tas. Cette plasticité cérébrale l'aide à grandir, à apprendre et à s'adapter. Pour comprendre comment, il faut comparer le cerveau d'un enfant à celui d'un adulte.
Les adultes et les enfants ont à peu près le même nombre de neurones. La différence est ailleurs. Ce petit garçon a 5 ans. Ce qui se passe dans son cerveau est très différent de ce qui se passe dans le mien. Dans le cerveau d'un nouveau-né, les neurones commencent à peine à communiquer. Puis, ils se mettent à se relier très rapidement. Ils forment jusqu'à 2 millions de nouvelles connexions par seconde. Chez un enfant de 2 ans, chaque neurone a plus de 15 000 connexions. C'est presque 2 fois plus que chez un adulte. Mais la croissance exponentielle de ces connexions neuronales s'arrête justement vers l'âge de 2 ans. À partir de là, le nombre de connexions va progressivement diminuer. On devient qui l'on est en éliminant des possibilités qui sont déjà présentes. Notre personnalité est le fruit d'une espèce de défrichement de notre cerveau. En grandissant, on acquiert de nouvelles capacités. Elles créent des connexions neuronales qui vont se développer et se renforcer au détriment d'autres connexions existantes. Par exemple, l'apprentissage de la lecture grave dans notre cerveau des circuits spécifiquement dédiés à l'interprétation des signes graphiques, ce qui nous permet d'accomplir cette tâche de façon rapide et efficace. Nos connexions sont donc d'abord universelles, puis elles se font de plus en plus spécifiques, et on finit par perdre celles qu'on n'utilise pas. Les circuits neuronaux des enfants se créent au fil de leurs expériences et de leurs interactions avec leur environnement. Mais le monde extérieur n'offre pas toujours ce dont le cerveau a besoin pour se développer correctement. Certains enfants ont plus de chance que d'autres. Direction Milwaukee, au bord du lac Michigan, dans le Wisconsin. Je vais goûter ça. Voici la famille Johnson. Carol et Bill passent la journée avec leurs 3 enfants, Tom, John et Victoria. Le couple les a adoptés il y a une vingtaine d'années dans un orphelinat roumain. On est arrivé aux États-Unis l'année de mes 4 ans. Je les ai fêtés le 5 août 1996. Ouais. Nous sommes en 1989. En Roumanie, la dictature de Ceausescu vient de prendre fin. À l'époque, on compte pas moins de 170 000 enfants abandonnés à leur triste sort dans les orphelinats du pays. Ils sont parqués là dans des conditions épouvantables. On les laisse pleurer et ils n'ont presque aucun contact humain. Charles Nelson participe à une étude sur les enfants placés dans des institutions de Bucarest. Il en a visité plusieurs. On se retrouve entouré de petits-enfants qu'on n'a jamais vus de notre vie. Mais ils veulent tous nous sauter dans les bras, s'asseoir sur nos genoux, nous tenir la main ou partir avec nous. Cette demande d'affection désespérée est typique des enfants qui ont grandi en institution. Ça nous fait mal au cœur, mais on doit prendre sur nous pour ne rien laisser paraître devant les enfants. La solitude et la détresse de ces enfants ne font aucun doute. Mais Charles veut déterminer si la structure physique de leur cerveau a été affectée par ce manque d'attention. Ce sont nos apprentissages qui développent notre cerveau. Il a besoin d'informations et d'expériences, sans quoi les connexions neuronales ne se font pas correctement. Les enfants que j'ai vus ont un QI entre 60 et 70. Ils ont des retards de langage, de graves troubles de l'attachement et les signes d'un cerveau sous-développé, c'est-à-dire de petits crânes et une activité électrique très faible.
Le constat est sans appel. Ces enfants ont une activité neuronale extrêmement réduite. Mais ceux qui sont placés dans des familles avant l'âge de 2 ans rattrapent habituellement leur retard. Le développement cérébral des autres est malheureusement compromis. Quand il est privé d'expérience, le cerveau n'établit pas les bonnes connexions. Les neurones n'ont pas les données nécessaires pour déterminer avec quels autres neurones ils sont censés communiquer. Si un enfant ne reçoit pas assez de contact physique, de stimulation ou d'amour, il présentera un retard de développement. Dans l'album photo de la famille Johnson, la petite enfance de Victoria, Tom et John se résume à quelques polaroïdes. À l'orphelinat, on parlait notre propre langue. Notre mère a demandé au chauffeur de taxi ce qu'on disait. Il a répondu, c'est du charabia. Est-ce que je peux goûter la tienne? Les enfants Johnson ont été adoptés vers l'âge de 4 ans. À l'orphelinat, c'était vraiment très dur. Ils délaissaient les enfants là-bas. Ils ne s'occupaient pas de nous. Près de 20 ans plus tard, Tom, John et Victoria ont encore des séquelles de cette négligence. Tom a des troubles de l'attention et des difficultés d'apprentissage, mais pas autant que John. Parfait. John a de grosses difficultés depuis toujours. On a vu des médecins, des psychiatres. Ils m'aident à surmonter les problèmes que je rencontre en ce moment. Et ça marche, donc c'est bien. Malgré leur lourd fardeau, les enfants Johnson avancent grâce au soutien et à l'amour de leur famille. Leur histoire montre à quel point ce que nous vivons dans notre petite enfance contribue à déterminer qui nous deviendrons. L'expérience façonne notre cerveau, mais nous ne sommes pas que le fruit de nos expériences. Quel que soit notre mode de vie, le développement génétique du cerveau suit son cours. Et à la fin de l'enfance, le cerveau va subir de gros changements. L'adolescence se caractérise par une intense activité hormonale qui mène à de grandes transformations physiques. Mais dans le cerveau aussi, l'heure des bouleversements a sonné. Et les modifications cérébrales conduisent à de grandes transformations du comportement. Les adolescents ne perçoivent le monde ni comme les enfants, ni comme les adultes. Mais ce n'est pas par choix. Et ce n'est pas non plus un genre qu'ils se donnent. C'est la conséquence de différents changements qui s'opèrent dans leur cerveau. Leur comportement est le résultat d'une réaction biologique, et il est inévitable. Ricky Safjani est doctorant en médecine et en sciences. Il va m'aider à réaliser une expérience pour voir comment fonctionne le cerveau d'un adolescent. Je vais relier à une machine des volontaires d'âges différents pour mesurer leur niveau de stress. Bonjour, Dr Yolman. Les volontaires devront s'asseoir dans une vitrine et se soumettre au regard des passants. Allez-y, ouvrez le rideau. La première volontaire est une adulte. Le niveau de stress de Louisa ne bouge pas. Et il est assez bas. Elle réagit au fait qu'il y ait des gens,
Mais son taux de stress n'augmente pas. La deuxième volontaire est une adolescente. Regardez cette grosse poussée de stress. Son rythme cardiaque s'est emballé. Sa réaction électrodermale est de plus en plus élevée. C'est la preuve qu'elle est stressée. Bonjour Zender. Salut. Ça va? Ouais. Très bien. Plus il détourne le regard, plus son niveau de stress est élevé. À l'évidence, on peut dire qu'il fait comme s'il n'était pas là. Alors, comment ça s'est passé? C'était comment? Gênant. Bizarre. On n'a pas l'habitude d'être en face de gens qui nous fixent sans savoir ce qu'ils pensent. Pourquoi les adultes et les adolescents ne réagissent-ils pas de la même façon? La réponse est à chercher du côté du cortex préfrontal médian. Cette zone du cerveau est liée à la conscience de soi. Elle s'active lorsque l'on pense à la portée émotionnelle qu'une situation a pour nous. L'activité de cette zone s'intensifie à l'adolescence. Et elle atteint son pic chez les sujets d'une quinzaine d'années. Pour un adolescent, les interactions sociales comportent donc une forte charge émotionnelle. Contrairement aux émotions primaires, comme la joie ou la peur, les émotions sociales, comme la fierté ou la honte, impliquent une prise en compte de l'état d'esprit d'autrui. Chez les adolescents soumis au regard des autres, les émotions sociales sont surstimulées. Cela engendre une forte poussée de stress. Le développement du cerveau des adolescents a bien d'autres conséquences sur leur comportement. Les zones du cortex préfrontal qui participent à la simulation des conséquences d'une action n'ont pas encore terminé leur développement. Les adolescents contrôlent donc moins bien leurs impulsions et prennent plus de risques. Puis, les années passent. La maturation cérébrale s'étend jusqu'à 20 ou 25 ans. Que se passe-t-il ensuite? Restons-nous à jamais qui nous sommes devenus? On a longtemps cru que le cerveau des adultes n'évoluait plus. Mais une étude menée sur le cerveau des chauffeurs de taxi londoniens prouve le contraire. Je suis en route vers une école qui prépare les candidats à l'examen de chauffeur de taxi à Londres. Il faut connaître 640 zones d'un rayon de 400 mètres chacune. Il y a 24 000 rues à apprendre et 50 000 points d'intérêt. Ce n'est pas une mince affaire. Pour obtenir leur licence, les candidats doivent graver ce dédale de rues dans leur mémoire. Prendre Bayswater Road jusqu'à Marble Arch, puis Park Lane jusqu'à Hyde Park Corner. Cet examen est l'un des tests de mémoire les plus durs au monde. Il demande en moyenne plus de 4 ans d'entraînement intensif. Les étudiants passent 3 à 4 heures par jour à réciter des itinéraires. Ça leur permet de visualiser des déplacements dans Londres. Des chercheurs en neurosciences ont scanné le cerveau des chauffeurs de taxi avant, pendant
et après leurs années d'entraînement intensif. Ils se sont intéressés à l'hippocampe postérieur, le siège de la mémoire spatiale. Ils ont découvert qu'au terme des 4 ans d'entraînement, il avait grossi. L'anatomie du cerveau s'est modifiée pour pouvoir mémoriser toutes les cartes, simuler tous les itinéraires. Elle s'est adaptée à la tâche à accomplir. Plus un chauffeur de taxi a d'expérience, plus son hippocampe postérieur est gros. Le cerveau d'un adulte peut donc encore changer. De même que le plastique peut être modelé et garder la forme qu'on lui donne, le cerveau d'un adulte est modelé par l'expérience. Il est malléable. Il a une certaine plasticité. Donc, notre personnalité est en constante évolution. De nombreuses activités peuvent transformer le cerveau. La pratique d'un instrument, par exemple. Les musiciens sont plus doués que la moyenne pour mémoriser des informations et apprendre les langues. Des chercheurs ont étudié le cerveau d'Einstein après sa mort. Ils n'y ont pas trouvé le secret de son génie. En revanche, ils ont découvert que la zone impliquée dans le maniement des doigts de la main gauche était bien plus grosse que la normale. C'est dû au fait qu'Einstein adorait jouer du violon. Bonjour, la gare de Paddington. Montez. Toutes nos expériences modifient la structure physique de notre cerveau. Notre identité n'est donc jamais définitive. Travailler, tomber amoureux, avoir des enfants, passer du temps avec des amis. Tout ça modifie nos connexions neuronales et définit qui l'on est et qui l'on peut devenir. Notre cerveau peut aussi changer sous l'effet d'une maladie. Et ces modifications peuvent altérer notre personnalité et nous faire commettre des actes qui ne nous ressemblent pas. Ces changements de personnalité peuvent avoir des conséquences terribles. En 1966, l'affaire Charles Whitman traumatise l'Amérique. Âgé de 25 ans, le jeune homme est un citoyen modèle. Il s'était illustré en tant que scout, puis en tant que militaire. Et il travaillait dans une banque pour payer ses études d'ingénieur. Mais cela fait quelque temps qu'il ne se sent plus lui-même. Il écrit « Je ne me comprends pas vraiment ces temps-ci. Je suis censé être un jeune homme plutôt raisonnable et intelligent. Pourtant, je ne saurais pas dire depuis quand, mais je suis victime de nombreuses pensées étranges et irrationnelles. » Ces pensées vont le pousser à commettre le massacre de l'Université du Texas à Austin. Death and terror stalk the campus of the University of Texas in Austin as a sniper's bullets force people to scurry for cover. A stream of deadly accurate fire sends bodies crumpling to the ground everywhere. Screams. Le 1er août 1966, Whitman grimpe sur le toit de la tour de l'université. De là, il se met à tirer sur les personnes en bas. Arrives to rescue the wounded. Victims were being hit at a rate of more than 1 every 3 minutes. Après avoir tué 16 personnes et en avoir blessé plus de 30, il est abattu par la police. Shot dead by Austin police. His tower arsenal included 3 rifles, a shotgun, 2 pistols and a knife. La police découvre ensuite le corps de sa mère et de sa femme qu'il avait tués dans la nuit.
Le plus surprenant dans cette histoire, c'est que rien ne laissait présager que Charles Whitman ferait une chose pareille. Qu'est-ce qui a bien pu se passer dans sa tête? La lettre qu'il a tapée à la machine avant le massacre contient certains indices. Il y fait une requête inhabituelle. Après ma mort, je souhaite qu'une autopsie soit effectuée pour voir si j'ai un trouble mental. La volonté de Charles Whitman est respectée. On a découvert que Whitman avait une tumeur cérébrale. De la taille d'une pièce de monnaie, elle comprimait l'amygdale, qui est impliquée dans les réactions de peur et d'agressivité. Cette compression a entraîné une cascade de conséquences dans le cerveau de Whitman, le poussant à commettre des actes en totale contradiction avec son caractère habituel. L'exemple de Whitman est extrême. Mais tout ce qui modifie le cerveau influe sur notre personnalité. Par exemple, la maladie de Parkinson peut faire perdre la foi aux plus fervents des croyants. Et un traitement anti-parkinsonien peut créer une addiction au jeu. De ce que nous consommons, au simple fait de vieillir, tout dans notre vie contribue à remodeler en permanence les réseaux neuronaux qui font de nous ce que nous sommes. Notre personnalité est le reflet de notre cerveau. Au milieu de ce monde intérieur changeant, notre mémoire nous sert de fil d'Ariane. La mémoire est l'un des piliers de notre personnalité. Elle est au cœur de notre identité. Elle nous permet de présenter un récit de notre vie qu'on peut partager et qui a du sens. Le problème, c'est qu'elle n'est pas toujours fiable. Faisons une petite expérience de pensée. Voici Daisy. Elle a 35 ans. Imaginons que Daisy rencontre la petite fille qu'elle était à 5 ans. Cet enfant détient un sous-ensemble de ses souvenirs. Imaginons maintenant qu'elle rencontre la Daisy qu'elle sera à 85 ans. C'est la même personne, mais avec des expériences en plus. Et maintenant, ajoutons à ça toutes les Daisy à tous les âges de la vie. Toutes ces Daisy ont un passé commun. Pourtant, elles n'en ont pas forcément les mêmes souvenirs. Pour comprendre à quoi cela est dû, pénétrons à l'intérieur de ma mémoire. Il y a quelque temps, pour fêter l'anniversaire de mon amie Cheryl, nous sommes allés au restaurant avec Joe, son fiancé. Je m'en souviens bien car c'était une soirée très agréable. Tout ce que j'ai vécu ce soir-là a activé des constellations cellulaires dans différentes zones de mon cerveau. La conversation entre Joe et Cheryl, l'odeur du café, le goût de la madeleine qui l'accompagnait. Puis, ces constellations se sont associées pour former un vaste réseau neuronal. L'hippocampe a ensuite activé plusieurs fois ce réseau, jusqu'à graver ces associations. Ces associations forment le souvenir global de la soirée d'anniversaire de Cheryl. On a l'impression qu'un souvenir est comme un enregistrement qu'on peut se repasser quand on veut. Mais c'est loin d'être le cas. Un souvenir est un état cérébral que l'on doit ressusciter.
6 mois plus tard, dans une autre ville, je mange une madeleine qui a exactement le même goût que celle de l'anniversaire de Cheryl. Ce déclencheur active alors un réseau d'associations très spécifique dans mon cerveau. Un réseau qui me replonge dans ce souvenir. Mais il n'est pas aussi précis que je l'aurais cru. Je sais que Joe et Cheryl étaient là. Et je crois que Cheryl portait un t-shirt bleu. Ou violet. Ou peut-être vert. Le souvenir de l'anniversaire de Cheryl a commencé à s'effacer dans mon cerveau. Nous n'avons pas un nombre infini de neurones. Alors, avec le temps, ils sont utilisés pour d'autres souvenirs. Les détails de l'anniversaire seront donc de plus en plus flous. L'important, c'est que je me rappelle que c'était sympa. Mais même ça, ce n'est pas si sûr parce que, quelques mois après, Cheryl et Joe se sont séparés. Alors maintenant, je me demande si j'avais senti quelque chose. Mon état émotionnel actuel modifie le réseau qui correspond à ce souvenir. Mon présent fausse mon passé. Le passé, dans notre tête, n'est pas fidèle à la réalité. C'est une reconstruction qui tient parfois du mythe. Certains détails dans nos souvenirs viennent de choses que d'autres personnes nous ont racontées à notre sujet. D'autres encore ont été remplacés par ce qu'on imagine qui s'est passé. Mais ce n'est pas grave. Une histoire en constante évolution. Voilà ce que nous sommes. Et cette histoire est de plus en plus longue. Notre espérance de vie ne cesse d'augmenter, et avec elle, le nombre de cas de maladies dégénératives du cerveau. En affectant le tissu cérébral, les maladies d'Alzheimer et de Parkinson altèrent notre personnalité. Si l'environnement et les activités modèlent le cerveau des plus jeunes, ils sont tout aussi importants pour les aînés. Est-ce que je peux vous demander votre âge? 94 ans. Ok. Et depuis quand êtes-vous au couvent? Ça fait plus de 70 ans. Il y a des centenaires ici, n'est-ce pas? L'une d'entre nous a vécu plus de 100 ans. Comment elle était d'un point de vue cognitif? Elle était très intelligente. Ah oui? Comment ça? Rien ne lui échappait. Elle était très alerte. Aux États-Unis, plus d'1 millier de religieux participent à une étude sur les effets du vieillissement sur le cerveau. Cette étude est menée par l'Université Rush de Chicago. Nous, les sœurs, on fait de bons sujets d'études, parce qu'on est stable et on sait où nous trouver. Depuis 1993, chaque année, les participants rendent un rapport détaillé sur la façon dont ils occupent leur journée et ils se soumettent à des examens physiques, génétiques et cognitifs. Et ce n'est pas tout. La première fois qu'on m'a parlé de cette étude, j'ai dit, même après ma mort, je continuerai à apporter ma contribution. Tous les participants lèguent leur cerveau aux chercheurs qui mènent l'étude. Mon équipe à Chicago est sur le qui-vive 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Si un sujet meurt à New York, on nous appelle. L'équipe analyse minutieusement chaque cerveau, à la recherche de signes d'une maladie cérébrale liée à l'âge. À l'origine, l'objectif de l'étude était de déterminer les liens qui existaient entre la dégénérescence cérébrale et les performances cognitives. Mais les premiers résultats ont révélé un fait étonnant. Quand on a publié les premières conclusions de l'étude, ça a surpris beaucoup de monde. Près d'1 tiers des cerveaux analysés présentaient tous les signes de la maladie d'Alzheimer. Pourtant, d'après les examens cognitifs, les personnes atteintes ne présentaient aucun symptôme de la maladie. Leur cerveau était touché,
Mais cela ne les affectait pas. Comment expliquer cela? Je joue à former des mots sur mon smartphone. Certaines d'entre nous sont professeurs ou infirmières. Quand on fait travailler son cerveau, par exemple en assumant des responsabilités ou en développant de nouvelles capacités, on a moins de risques de présenter les symptômes cognitifs de la maladie. Je suis passionnée de science. J'adore le Scrabble. J'amène les sœurs chez le médecin. Si je ne participais pas à la messe tous les jours, je serais complètement gâteuse. La maladie entraîne la dégénérescence de certaines parties du tissu cérébral. Mais l'activité physique et mentale peut créer de nouvelles connexions pour contourner les problèmes rencontrés. Plus notre réserve cognitive est grande, mieux nous compensons les effets de l'âge ou de la maladie. Voyons comment ça se passe sous le capot. On peut comparer le cerveau à une boîte à outils. Normalement, dedans, il y a tout ce dont on a besoin. Donc, je peux me servir de cette clé à douille pour retirer ce boulon. Mais imaginons que je ne retrouve pas ma clé à douille. Je me rabattrais sur cette clé plate qui ferait très bien l'affaire. Et si je n'avais pas de clé plate, je trouverais autre chose comme cette clé à molette. C'est exactement ce qui se passe dans un cerveau actif et avec de bonnes fonctions cognitives. Quand certains de ces outils sont détériorés, il en trouve d'autres. En remplissant notre cerveau d'une variété d'outils en bon état, nous pouvons retarder l'apparition des effets du vieillissement sur notre cerveau et rester nous-mêmes le plus longtemps possible. Mais nous sommes bien plus que la somme des tâches que nous pouvons accomplir. Notre cerveau nous permet d'être conscients de notre propre existence. Je suis un être doué de conscience. Quand je pense à qui je suis, ça se passe dans ma tête, à partir de mon point de vue. Avoir conscience de soi est une expérience à la fois familière et déconcertante. Comment la matière physique du cerveau peut-elle donner l'expérience mentale qu'est la conscience? D'où provient la sensation que je suis en vie et que je suis moi? Je suis constitué d'une centaine de milliards de neurones. Quand je serai mort, ils seront toujours là, mais moi, je ne serai plus moi. Donc, ma conscience n'est pas liée à l'existence des neurones, mais à leur activité et à leurs interactions. Imaginons que les neurones du cerveau soient des joueurs de tambour. Si chacun joue sans se soucier des autres, c'est la cacophonie. Mais si les joueurs s'écoutent mutuellement, il se dégage un rythme complexe, une performance. Dans cette configuration, chacun joue à la fois individuellement et collectivement. C'est cette interaction complexe qui fait surgir notre conscience. Plusieurs milliards de neurones travaillent conjointement. Dans certaines conditions, ils atteignent une région du cerveau dans laquelle va naître l'expérience de la conscience de soi. La conscience est donc une performance de notre cerveau. Une fois par jour, ce concert de tambour change de nature et il m'emmène avec lui. Pour le prouver, je vais aller dormir. Avec ça.
Cet électroencéphalographe va enregistrer mon activité cérébrale pendant mon sommeil. Quand on dort, notre corps se repose. Qu'en est-il des joueurs de tambour dans notre cerveau? Je vais le découvrir en analysant l'électroencéphalogramme de ma nuit. Ça, c'est mon activité cérébrale au début de la nuit, quand j'étais encore éveillé. Elle ressemble à celle enregistrée un peu plus tard, pendant que j'étais en train de rêver. Le rêve est une forme de conscience, pleine de visions, de sons, de situations étranges et d'émotions amplifiées. J'ai conscience de moi, mais d'une façon bizarre. Regardons maintenant l'enregistrement d'une phase de sommeil profond. Mon cerveau est toujours actif, mais pas ma conscience. Pendant les phases de sommeil profond, nos neurones se synchronisent. Aucun rythme complexe ne peut surgir. Donc, aucune conscience ne peut naître. Nous n'avons plus ni identité, ni personnalité. Ma conscience naît d'une certaine interaction entre mes neurones. Une interaction différente me plonge dans le monde des rêves ou fait disparaître ma conscience. Au réveil, elle revient. Quand les neurones reprennent leur rythme, comme par miracle, j'ai à nouveau conscience de moi. Comprendre comment notre conscience apparaît et disparaît est une chose. Mais savoir pourquoi nous sommes dotés d'une conscience reste l'un des plus grands mystères de la science. Après mon doctorat, j'ai eu la chance de travailler avec Francis Crick. C'est l'un des scientifiques qui ont découvert la structure de l'ADN. Quand je l'ai rencontré, il s'intéressait à la question de la conscience, à cette sensation unique d'être en vie. Je me rappelle que dans son bureau, il y avait un tableau noir rempli de son écriture. Et au centre, il y avait un mot plus gros que les autres. C'était le mot « sens ». On en connaît un rayon sur le fonctionnement des connexions neuronales et des zones du cerveau, mais on ignore comment des signaux électrochimiques peuvent faire surgir du sens. Comment des cellules cérébrales peuvent-elles générer des sentiments? Ça nous échappe encore, mais on sait que le sens que l'on accorde à quelque chose est lié à notre propre réseau d'associations, qui s'est construit au fil de nos expériences. Imaginons un morceau de tissu avec des couleurs. Si on le soumet à notre système visuel, est-ce que ça va nous évoquer des souvenirs? Est-ce que notre imagination va s'emballer? On aurait tendance à penser que non, ce n'est qu'un morceau de tissu. Et voilà, des couleurs sur un morceau de tissu peuvent former un drapeau. Ce drapeau nous évoque quelque chose. Il a un sens différent pour chacun de nous en fonction de nos propres expériences. On ne perçoit pas les objets tels qu'ils sont, mais tels que nous sommes. Nous sommes tous sur notre propre trajectoire, tracée par nos gènes et nos expériences. Nos cerveaux ont donc tous une réalité neuronale différente. Chaque flocon de neige est unique, chaque cerveau aussi. L'histoire de notre vie, ce sont des milliers de milliards de nouvelles connexions qui se forment et se reforment au fur et à mesure que nous apprenons, que nous nous créons des souvenirs et que nous devenons qui nous sommes. Nos connexions cérébrales sont uniques. Il n'existera donc jamais deux personnalités parfaitement identiques.
Pour moi, le miracle du cerveau humain, c'est qu'un vaste réseau d'éléments purement physiques arrive à faire surgir une conscience. Et comme la matière physique change, nous changeons aussi. Du berceau à la tombe, nous sommes des êtres en constante redéfinition.